Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui la vice-présidente du conseil départemental en charge de l'autonomie de l'enfance et de la famille et par ailleurs première adjointe à la mairie d'Épinal, Guylaine Jandel-Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on vous qualifie de divers droite. On va aller rapidement sur ce terrain-là. Qu'est-ce que c'est qu'être divers droite aujourd'hui? C'est avoir été un petit peu les Républicains, mais ne plus être du tout en phase avec ce parti-là? Oui, mais c'est surtout, vous savez, un parcours engagé à droite, mais la droite sociale ou le gaullisme social. C'est aussi en lien avec l'histoire de la ville d'Épinal. La lignée de Philippe Séguin, comme et beaucoup de Philippe d'élus Séguin, comme beaucoup d'élus spinaliens, bien évidemment. Et puis une réalité aussi de la population spinalienne qui font qu'on a un engagement social pour avoir, je dirais, une qualité de vie, un bien vivre tous ensemble sur la ville. Allez, juste pour en finir là-dessus, il y a une stratégie que vous souhaitez, vous, pour votre camp, on va dire la droite, en vue des présidentielles 2027. Vous suivez ça de très loin. Est-ce qu'il y a une figure qui vous permet de dire, tiens, peut-être que Philippe Séguin, dans sa tombe, pourrait regarder ça avec intérêt? Une figure, je ne sais pas encore. En tout cas, il nous faut un homme d'État. Un homme qui a une stature d'État parce qu'aujourd'hui, la France est dans un contexte géopolitique compliqué, dans un contexte aussi social et économique compliqué, donc quelqu'un qui a des compétences et qui est rassembleur, qui rassemble toutes les forces républicaines derrière lui. Donc oui, il y a quelques figures qui se démarquent. On en voit derrière nous, là on vient de voir voilà, je pense que oui, je pense qu'un homme comme Édouard Philippe a montré ses compétences lorsqu'il était Premier ministre. Il a géré la crise Covid. C'est quelqu'un de remarquable, bien évidemment, mais il y en a d'autres aussi. Voilà, donc on verra. Alors cette fibre sociale, elle ne vient pas de nulle part. On va rappeler que votre père travaille à la SNCF, votre maman infirmière. Est-ce qu'il y a une sorte de déterminisme selon vous et cette appréhension des domaines sociaux vient aussi de cette éducation peut-être? Je pense qu'on est tous marqués par l'éducation qu'on a reçue. On en parlera peut-être plus tard quand on parlera de la jeunesse. Mais bien évidemment, l'éducation nous marque et nous façonne. Moi, j'ai des parents qui ont toujours été engagés pour aider les autres, pour être au service des autres. Une maman infirmière, c'est pas anodin. Des grands-parents aussi qui avaient cette fibre sociale, cette fibre de solidarité, notamment en milieu rural. Et donc forcément, ça diffuse et j'ai dû être imbibée de cette fibre sociale. Ouais, on n'arrive pas de nulle part, évidemment. Alors, vous suivez de près la jeunesse à travers vos mandats, on va en parler dans un instant. La jeunesse dont on a beaucoup parlé dans l'actualité ces derniers jours, marquée par cette attaque mortelle au couteau, pas loin d'ici, au collège de Nogent. Derrière l'effroi du profil de ce jeune assassin, la société doit se questionner sur le téléphone, sur les réseaux sociaux, sur les jeux vidéo. Comment vous, qui trempez dans ces domaines-là, vous analysez les choses? Est-ce qu'il est urgent de taper du poing sur la table et de dire stop à beaucoup de choses qui amènent à ce genre de faits divers? Il est urgent surtout de se poser les bonnes questions. De se poser les bonnes questions et de ne pas être dans l'action-réaction et de dire il n'y a qu'à faucon parce que je pense que la jeunesse, oui, souffre. Il y a une grande souffrance. Il y a un taux de suicide qui explose en France. Ouais, on voit que la santé mentale des jeunes est très mauvaise. On a des gamins qui ne vont pas bien, mais je crois aussi qu'on a des parents qui ne vont pas bien. Parce qu'aujourd'hui, être parent dans le monde actuel, c'est compliqué et que les parents n'ont pas non plus forcément les outils pour apporter les bonnes réponses à leurs enfants. Donc je pense qu'au-delà de stigmatiser ces enfants violents, il nous faut aussi peut-être réfléchir à comment accompagner les parents. Comment accompagner ces parents face à l'éducation qu'ils doivent donner à leurs enfants aujourd'hui, avec ce que vous dites, notamment toute cette problématique des réseaux sociaux, de la toile. Sur l'interdiction aux moins de 15 ans, dont il est beaucoup question aujourd'hui, vous y êtes totalement favorable? C'est déjà la loi, c'est déjà le cas, prévoit normalement, déjà, sauf que ce n'est pas forcément appliqué. Je pense que c'est une erreur, effectivement, de mettre les enfants devant les écrans trop tôt. Malheureusement, on le constate, nous, dans les écoles spinaliennes, où des enfants qui ont été sur les écrans depuis leur tout jeune âge, ils arrivent à l'école à l'âge de 3 ans avec un retard acquis. Ils n'arrivent pas à interagir de manière adaptée avec l'autre. Ils ne reconnaissent pas les émotions en face d'eux, sur le visage de l'autre enfant, c'est un vrai problème. Et là, c'est un problème éducatif. On a envie de dire, Guylaine Jandel-Jean-Pierre, qu'on ne peut pas aller toquer chez tous les parents pour leur dire stop, arrêtez les écrans. Donc, comment la société peut imprimer des choses? Alors, on ne peut pas. Alors, la ministre Catherine Vautrin veut interdire les écrans avant l'âge de 3 ans. Oui, mais comment fait-on au sein des familles? C'est une vraie question. Je pense que c'est aussi par le biais de l'éducation des parents, de l'accompagnement des parents. Et nous, on y travaille au niveau du département des Vosges, au niveau
de la ville d'Épinal. On veut, enfin en tout cas, on travaille à un projet de création de la maison de la parentalité pour justement apporter les réponses à tous les parents qui sont en difficulté face à l'éducation qu'ils doivent apporter à leurs enfants. Alors on va aller sur la tranche d'âge extrême de l'autre côté. Un des sujets du moment, c'est également la fin de vie avec ces projets de loi. Alors la partie soins palliatifs ne fait guère de débat. Tout le monde est d'accord pour qu'il y ait des soins palliatifs dans chaque département, ce qui va être bientôt le cas dans les Vosges. Sur l'aide à mourir et le suicide assisté, quelle est votre position à vous ? Moi, je pense qu'il fallait effectivement que la loi évolue, mais il faut que la loi soit extrêmement encadrée. A priori, elle l'est, mais elle demande encore à être améliorée. Je pense que le premier vote à l'Assemblée nationale était attendu, très attendu de la part, je dirais, des Français et des Françaises. Mais pour autant, il me semble encore intéressant de la peaufiner et d'apporter d'autres réponses. Donc d'aller un petit peu en deçà ou un peu au-delà de ce qui est proposé aujourd'hui ? Je dirais, en tout cas, qu'elle soit fortement encadrée pour éviter toute dérive. Ça l'est déjà, mais je pense qu'il y a, par exemple, dans la loi Leonetti, on pouvait prendre ces prédispositions avant. Aujourd'hui, avec cette loi, on ne pourra plus s'appuyer sur ce que la personne souhaitait, ce qu'elle avait donné comme instruction avant. Donc, on voit qu'elle n'est pas encore suffisamment aboutie, cette loi. Il y a encore du travail, effectivement. Ça fait partie de votre délégation donc, au conseil départemental des Vosges. Vous gérez toutes les personnes vulnérables de la naissance à la mort. On a commencé à le comprendre. C'est à peu près un tiers du budget du département, me semble-t-il, près de 140 millions d'euros. L'autonomie est donc intégrée à votre portefeuille. On va parler des EHPAD avec, on se souvient du bouquin qui avait fait tant parler de lui, Les Fossoyeurs. Aujourd'hui, quelle photographie vous feriez à l'instant T des EHPAD, alors surtout publics, puisque c'est ceux-là sur lesquels vous avez pris un peu directement, dans les Vosges. Est-ce qu'il est plus aisé, entre guillemets, d'accéder et de vivre correctement dans un EHPAD dans les Vosges qu'ailleurs ? Alors déjà, je pense qu'il faut préciser qu'aujourd'hui, une personne qui entre en EHPAD, c'est une personne qui est au bout du chemin. Aujourd'hui, les personnes âgées, elles entrent de plus en plus âgées en EHPAD et avec un niveau d'autonomie extrêmement dégradé. Ouais, la priorité est le maintien à domicile. La priorité aujourd'hui, c'est qu'on est sur une génération qui veut rester chez elle et vivre le plus longtemps possible chez elle, vieillir chez elle. Donc ça, c'est une vraie réponse que nous devons apporter à nos aînés pour qu'ils puissent bien vieillir chez eux. Et effectivement, ensuite, lorsque le niveau d'autonomie est vraiment dégradé, c'est la solution de l'EHPAD. On entre en EHPAD parce qu'on ne peut plus rester chez soi. Alors de moins en moins longtemps, forcément, puisqu'on y entre plus tard. Donc c'est en moyenne aujourd'hui 18 mois, c'est ça dans les... C'est ça, c'est-à-dire qu'on y entre de plus en plus âgé. On est avec un girage de 1 à 3, 4 quand ça va. Et effectivement, aujourd'hui, une personne qui entre en EHPAD, la durée moyenne de résidence, c'est 18 mois. On n'est plus à 4-5 ans comme on l'a connu il y a 30-40 ans, c'est terminé. Aujourd'hui, les personnes, elles entrent vraiment en EHPAD quand elles sont, malheureusement, elles ne peuvent plus s'assumer elles-mêmes. Alors, deux questions. Le maillage territorial, plutôt bon dans les Vosges, ou à votre avis, il en manque encore ? On va voir qu'un EHPAD privé va s'ouvrir à Contrex prochainement. Il y a d'autres projets à Tarbes aussi. Le maillage territorial est bon. On a une 60aine d'établissements. On a 5250 lits. Ce qui est énorme par rapport... Donc le temps d'attente pour une famille en moyenne, Alors, ça dépend des EHPAD. Bien évidemment, on a des listes d'attente un peu plus longues en milieu urbain qu'en milieu rural. Pour autant, ça va. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on attend des années avant d'entrer en EHPAD. C'est assez comme rapide. Certaines régions. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 129 lits pour 1000 habitants âgés de plus de 75 ans. On est le premier département le mieux équipé de France. Et si on parle d'argent ? Si on parle de projection démographique, j'en parlerai après, si on parle de projection démographique, là, effectivement, il y aura peut-être un souci dans quelques années, puisqu'il nous faudra 8000 lits. Voilà. Parce qu'au regard du vieillissement de la population du département des Vosges, qui est le département qui vieillit plus vite de la région Grand Est, on sait qu'aujourd'hui, on a peu ou prou 45 000 personnes qui sont âgées de 75 ans et plus. En 2045, on en aura 65 000. Et il faudra du personnel pour s'en occuper aussi, qui est évidemment la question. Mais on est sur la génération baby-boomer qui arrive dans le grand âge. Les personnes nées en 45, elles auront 80 ans cette année. Et là, on a aussi, après 1945, un taux de natalité qui a explosé, doublé à une espérance de vie qui a pris 20 ans. Donc on a là, moi je le dis régulièrement, une vague de personnes âgées, de seniors qui arrivent. À nous d'y répondre. Et effectivement, déjà en termes de réponse d'EHPAD,
on est plutôt pas mal. Maintenant, effectivement, on a la problématique budgétaire des EHPAD. Certains EHPAD s'en sortent mieux que d'autres. Pour autant, on sait que le modèle aujourd'hui arrive au bout. Le financement des EHPAD aujourd'hui, malheureusement, on voit bien qu'il ne tient plus. Il ne tient plus aussi parce que la réponse à apporter au sein des EHPAD, au regard de la perte d'autonomie des personnes, c'est on est de plus en plus dans du soin. Et on est de plus en plus dans un besoin de personnel soignant. Et ça, c'est un vrai sujet. Le temps consacré à chaque résident devrait être plus important puisque le degré d'autonomie est moindre, hein, si on vous entend bien. Oui. Donc ça veut dire formation, ça veut dire recrutement. Formation et puis problématique de l'attractivité de ces métiers. Malheureusement, on a du mal aujourd'hui de recruter. Les EHPAD sont confrontés à un turnover très important de personnel, ce qui fait que ça complique la tâche. Le prix moyen, pour en finir, alors, il est correct dans le public, on peut dire ça ? Oui, le prix moyen, il est aux alentours de 70 € par jour. Pour le résident, c'est correct. Hein, par rapport à d'autres départements, on est sur beaucoup d'EHPAD publics ou associatifs. On a très peu d'EHPAD complètement privés, commerciaux. Alors, sujet proche parent, bien évidemment, l'aidance, c'est une des problématiques sociétales majeures. On va voir quelques images d'un forum qui avait lieu il y a quelques jours à Épinal. Vous y avez évoqué la création d'une maison de l'aidance. Pourquoi faire ? Comment fonctionnerait-elle ? En fait, si vous voulez, le constat que nous faisons, c'est qu'il y a de multiples réponses pour les aidants. Sauf qu'un aidant, lorsqu'il se retrouve aidant, déjà, il faut qu'il s'aperçoive que lui-même est aidant. Parfois, on est aidant, on l'ignore. On sait qu'un Vosgien sur 5 est aidant, c'est plus de 60 000 personnes quand même. Et quand on est aidant, on ne sait pas à qui s'adresser. Voilà. Donc, s'adresser où ? Alors, bien sûr, il y a la Maison de l'Autonomie à Épinal. Il y a aussi les CLIC et les MSVS sur les territoires. Mais il y a de telles réponses multiples et variées en fonction de l'aidant que l'on est. On peut être un aidant d'une personne âgée. On peut être l'aidant d'un enfant handicapé. On peut être aussi l'aidant de son conjoint. Donc, il y a de telles formes que c'est un millefeuille, on ne s'y repère pas. Le but, enfin en tout cas l'intérêt d'avoir une maison des aidants, ça serait d'en faire un guichet unique où n'importe quelle problématique concernant l'aidance, on appelle, on a une première réponse et ensuite une orientation vers les services qui pourront apporter la meilleure réponse. Ça va se faire ou c'est encore à l'aide ? On y travaille, on y réfléchit. Il existe une maison des aidants à Nancy. J'ai demandé qu'on fasse un peu de benchmark, qu'on aille voir quel était le service rendu à la population. J'en ai déjà parlé à de nombreux partenaires qui seraient partants. Donc oui, c'est une réflexion que nous allons mener. C'est en bonne voie. Il nous reste 4 petites minutes. On va parler de l'aide sociale à l'enfance. Là encore, un secteur très impacté par les moments que nous vivons. Nous avons de 900 à 1400 enfants à peu près à loger. C'est ça chaque année ? Non, c'est-à-dire qu'on est passé en 10 ans de 900 enfants confiés au département, donc placés, à 1400. Ouais. C'est 500 enfants de plus en 10 ans, c'est énorme. C'est énormissime. Alors, ce n'est pas propre au département des Vosges, mais ça montre à voir la problématique, effectivement, dont on parlait en début d'émission, de parents qui ne savent plus faire. Et le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous avons de plus en plus de fratries confiées, des enfants de plus en plus jeunes. Et ils ne sont pas confiés parce qu'on détecte plus tôt, ils sont confiés aussi parce qu'on constate des maltraitances graves, gravissimes. C'est des maltraitances physiques, sexuelles, psychologiques, mais gravissimes. Donc on est obligé d'y répondre, effectivement. Et ce nombre très important d'enfants qui sont confiés au département, il faut y répondre. Donc c'est un budget qui est dédié, qui a pris 30 millions d'euros de plus donc, en 10 ans. Donc question basique, mais comment fait-on, Guylaine Jandel-Jean-Pierre, pour répondre à cette inflation subite Alors on ouvre de nouvelles structures, on ne les ouvre pas n'importe comment, on les ouvre au regard des besoins des enfants. Aujourd'hui, on se rend compte que les enfants, souvent, sont des enfants à double vulnérabilité. Ils n'ont pas besoin seulement d'être protégés, ils doivent aussi être soignés. Parfois, ils relèvent aussi du champ du handicap. On sait aussi que protéger les enfants, si on ne les soigne pas, on n'arrivera pas à ce qu'ils se restaurent, parce qu'ils ont vécu des maltraitances tellement graves qu'ils ont des traumas graves. Et si ça n'est pas pris en compte et soigné, ce seront des adultes très abîmés. On va parler des mineurs non accompagnés également. Là, on peut dire qu'il y a une relative bonne nouvelle au sens où il y a une stabilisation, voire un reflux du nombre de mineurs accompagnés. Oui, aujourd'hui, on compte 339 mineurs non accompagnés sur le département des Vosges. On avait eu un pic en 2019 avec plus de 550 arrivées. Le pic avait repris en 2023 avec 450 arrivées. Et là, en 2024, on est à 200 arrivées. Donc on est sur
un flux qui s'est tari. Oui, c'est ça. C'est les routes migratoires, il faut expliquer clairement, qui sont coupées, mais peut-être que d'autres arriveront. En tout cas, la route migratoire venant de la Tunisie, et passant par l'Italie s'est tarie, effectivement. La Tunisie a fermé ses portes, mais d'autres flux arrivent maintenant par l'Espagne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le flux s'est fortement tari et ces jeunes qui sont pris en charge au titre de la protection de l'enfance dans le département des Vosges, ça se passe bien. Allez, on va parler de votre casquette d'élue spinalienne cette fois. Une ville pauvre, le constat est clair sur le revenu médian, mais en même temps où la qualité de vie est reconnue. Il y a cette double étiquette entre guillemets de cette ville. Comment vous la situez avec une ville qui reste jeune également? On parlait du vieillissement global, mais Épinal, c'est une ville jeune. C'est-à-dire que oui, un spinalien sur 4 vit sous le seuil de pauvreté, c'est une réalité, mais on le sait, on a nos quartiers politiques de la ville qui sont là avec de l'habitat social. Pour autant, c'est une ville qui a de nombreux atouts, Épinal. Et effectivement, on a 38% de la population qui a moins de 30 ans. Donc ça, c'est une vraie force. On a une jeunesse très présente sur la ville. On ne perd pas de population et effectivement, la ville est très attractive aujourd'hui. On y vit bien. On sort du week-end de rue et compagnie. Je pense que les Spinaliens et les familles sont heureux de vivre à Épinal. Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas prendre en considération que nous avons des difficultés, notamment en lien avec le vieillissement de la population, des personnes qui sont isolées, puisqu'on a aussi 51% de la population sont des personnes qui vivent seules chez elles. À nous d'être innovants, à nous d'apporter les bonnes réponses en proximité. Question d'avoir effectivement une vision angélique. On voit bien qu'il y a des problèmes à Épinal comme partout. Ça nous mène à notre dernière question. Dans moins d'un an, les municipales. Vous êtes première adjointe à la mairie. On y retourne, Guylaine Jandel-Jean-Pierre? Je crois qu'on bosse beaucoup. Que les projets sont bien lancés, que le maire est au boulot, on est à ses côtés, on bosse. Il a annoncé, lui est candidat. Et vous alors? On bosse, écoutez, moi je souhaite continuer, bien évidemment. Donc cette liste-là, elle va peut-être... dans les gens qu'on vient de voir derrière nous, certains repartiront sur cette liste menée par Patrick Nardin. On verra tout cela. Merci beaucoup, Guylaine Jandel-Jean-Pierre, d'avoir accepté notre invitation. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel entretien politique. Très bonne semaine à toutes et à tous. Merci.